Elle m'a dit qu'elle faisait quelque chose de merveilleux pour sa sœur. Elle l'a annoncé comme si elle donnait un rein ou préparait un gâteau d'anniversaire. Pas de discussion. Pas de question. Juste une décision prise dans mon dos. Nous avions 3 enfants. Toute une vie ensemble. Et du jour au lendemain, je suis devenu un étranger dans mon propre mariage. Ce qui a suivi n'était pas seulement une trahison, c'était une catastrophe au ralenti, faite de mensonges, de culpabilité, de drames familiaux et d'un final au tribunal qui l'a brisé, elle, et m'a laissé avec les morceaux d'une vie que je n'avais jamais choisie. Ce n'est pas juste l'histoire d'une femme qui a préféré l'avenir de quelqu'un d'autre à sa famille. C'est l'histoire de ce qui se passe quand un homme dit « assez ». Et qu'il le pense vraiment. Remontons au début. Je me souviens encore du moment précis où tout a commencé à s'effondrer. Nous étions assis sur le canapé, un mardi soir paresseux, celui où on a déjà dîné, les enfants dorment, et on attend juste que la journée s'achève. J'étais épuisé. Le boulot m'avait lessivé. Camille était assise en tailleur, scotchée à son téléphone comme toujours, à faire défiler avec ce sourire distrait qu'elle a quand elle lit des trucs qu'elle seule trouve drôles. Au début, je n'y ai pas prêté attention. C'était normal. Elle est toujours sur son téléphone, vidéo de yoga, blog de déco, même de sa sœur Elodie, tout y passe. Puis, sans lever les yeux de l'écran, elle a lâché. J'ai pensé à faire quelque chose de vraiment important pour Elodie. J'ai mis le documentaire sur pause, pensant qu'elle voulait peut-être avoir une vraie conversation. C'était rare ces derniers temps, mais toujours apprécié. Mais au lieu de ça, elle a relevé la tête, repoussé une mèche de ses cheveux parfaitement méchés derrière son oreille, et a dit, comme si elle commandait une pizza. Je vais être sa mère porteuse. J'ai cligné des yeux. J'ai ri. Vraiment ri. Pas un éclat de rire, plutôt un petit ricanement confus, genre, ah, d'accord, de quoi tu parles vraiment? Mais elle ne plaisantait pas. Son expression n'a pas changé. Elle a juste hoché la tête et ajouté. Elodie et moi sommes jumelles, donc c'est presque comme si elle portait son propre bébé. C'est la chose la plus naturelle au monde. Arrêtons-nous une seconde. Ce n'était pas anodin. Ce n'était pas, je change de couleur de cheveux, ou, on devrait acheter un nouveau canapé. C'était ma femme, la mère de mes 3 enfants, qui m'annonçait tranquillement qu'elle allait porter l'enfant d'un autre homme pour sa sœur et son beau-frère. Et elle le disait comme si je devais être fier d'elle. Mon cerveau a comme court-circuité. Je l'ai fixé quelques secondes de trop, essayant de comprendre si c'était une de ces expériences bizarres qu'elle lit sur Internet, genre, comment réagirait ton conjoint si tu lui annonçais un truc dingue pour tester sa réaction? Mais non. Elle était sérieuse. J'ai réussi à dire. Attends. Tu veux dire, porter leur bébé pour de vrai? Elle a hoché la tête encore, son sourire s'élargissant. Oui. Elodie et Marc essaient depuis des années, tu le sais. La FIV n'a pas marché, et l'adoption, c'est impossible. Ça coule de source. Je me suis redressé, la télécommande toujours en main. Camille, quand est-ce que tu as décidé ça? Elle a haussé les épaules, complètement détendue. On en parle depuis quelques semaines. J'étais pas sûr au début, mais plus j'y pensais, plus ça me semblait juste. Je l'ai dévisagé. Quelques semaines? Elle planifiait ça depuis des semaines, et c'était la première fois que j'en entendais parler? Je savais qu'Elodie et Marc avaient du mal ou ils en ont pleuré à Noël, en ont parlé pendant nos vacances à la plage, ont même laissé entendre qu'ils essayaient tout, mais jamais, pas une seule fois, je n'avais imaginé que ce serait la solution. Ni que ma femme se porterait volontaire sans même me demander mon avis. Je lui ai posé la question, directe. Tu n'as pas pensé que tu devrais m'en parler d'abord? Elle a eu l'air sincèrement perplexe. Pourquoi? C'est mon corps. Mon choix. Et puis, ça ne te concerne pas. Ça ne me concerne pas? Ma femme allait traverser 9 mois de changements hormonaux, de nausées matinales, d'épuisement, de rendez-vous médicaux et de chaos émotionnel, tout ça pendant qu'on élève 3 enfants et elle pensait que ça ne me concernait pas? Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pété les plombs. Je suis juste resté là, sonné. Mon estomac s'est noué. Ma poitrine était oppressée, comme si quelqu'un avait enroulé une corde autour de mes côtes et tiré dessus. Je lui ai redemandé, une dernière fois. Tu leur as déjà dit oui. Elle a hoché la tête encore, comme si c'était la chose la plus noble et désintéressée au monde. Elle est retournée à son téléphone juste après.
probablement a envoyé un message à Élodie pour dire que c'était fait, ou que j'avais mieux réagi que prévu. Je ne sais pas. Je n'ai pas demandé. Je ne pouvais même pas la regarder. À cet instant, tout ce à quoi je pensais, c'était à quel point je me sentais petit. À quel point j'étais soudain hors du coup dans mon propre mariage. Ce n'était pas juste à propos du bébé. C'était à propos de la décision. De la façon dont elle souriait, comme si ce n'était rien. De la manière dont il ou elle, Élodie, Marc avaient tous présumé que je serais d'accord. Mais je n'étais pas d'accord. Loin de là. Et au fond, je crois qu'elle le savait déjà. Après que Camille m'a largué sa bombe de mère porteuse, je suis resté silencieux pendant ce qui m'a semblé une demi-heure, mais c'était probablement juste quelques minutes. Mon cerveau essayait de rattraper le coup, mais peu importe comment je tournais ça dans ma tête, ça revenait toujours au même. Elle avait pris une décision qui affectait notre mariage, notre famille, et ma santé mentale sans même en parler. J'ai dit, c'est pas une question de permission. C'est une question de respect. Ce choix change tout. Comment on est censé gérer ça en couple si je n'ai même pas eu une place à la table? Elle a croisé les bras et s'est adossée au canapé, comme si elle se préparait à une réprimande. Je savais que tu réagirais comme ça, a-t-elle dit, comme si ça rendait sa décision acceptable. C'est pour ça que je n'en ai pas parlé avant. Donc, au lieu de ça, tu as juste évité la partie difficile et décidé sans moi, ai-je demandé. Vraiment mature. Elle s'est levée, bras toujours croisés, faisant les 100 pas comme si elle avait besoin de bouger pour faire sortir ses mots plus vite. Écoute, je fais quelque chose de bien. Quelque chose de désintéressé. Élodie, c'est ma sœur. Si tu peux pas comprendre ça, peut-être qu'on doit revoir certaines choses. Et voilà. La menace implicite, enfin prononcée. Pas directement, mais claire comme de l'eau de roche. Si je n'étais pas d'accord avec son plan, peut-être que je n'avais pas ma place dans le tableau. Elle n'avait pas besoin de le dire franchement, son ton, sa posture, toute son attitude parlait pour elle. Alors j'ai dit la seule chose que je devais dire. Sans crier. Sans hausser le ton. Si tu vas jusqu'au bout, c'est fini entre nous. Elle s'est arrêtée net et m'a regardé comme si j'avais donné un coup de pied à son chien. Sérieusement? J'ai hoché la tête. Très sérieux. C'est pas une petite dispute. Tu as fait un choix qui change nos vies sans moi. Tu veux porter leur bébé, d'accord. Mais tu ne le feras pas en étant ma femme. Camille a ricané. Waouh. Tu fais vraiment ton dramatique. Peut-être, ai-je dit en me levant à mon tour, mais au moins, je ne fais pas semblant que ce n'est pas une trahison énorme. On n'a pas beaucoup parlé après ça. Elle s'est retirée dans la chambre d'amis ce soir-là, même si elle n'y restait jamais longtemps. Les jours suivants ont été gênants, silencieux. Les enfants ne savaient rien, et je n'allais pas les mêler à ce bordel. J'évitais les banalités. Je dormais tout au bord du lit quand on était ensemble dedans. On se croisait comme des étrangers, partageant les repas sans conversation, l'air lourd de ressentiment et d'incrédulité. Puis, 2 matins plus tard, elle est entrée dans la cuisine, tenant un petit bâton blanc à la main, et l'a annoncé comme si elle me disait que le courrier était arrivé. Je suis enceinte. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai fini de verser mon café, pris une gorgée, posé la tasse. Puis je suis passé devant elle, j'ai pris le dossier que j'avais préparé la nuit où elle avait fait son discours sur « mon corps, mon choix », et je suis sorti. Cet après-midi-là, j'ai déposé une demande de divorce. Elle n'a pas dit grand-chose quand je le lui ai annoncé. Je crois qu'au fond, elle s'attendait à ce que je cède. À ce que je sois sonné, puis que je me range doucement à l'idée. Peut-être qu'elle pensait que je m'enthousiasmerais, que je participerais, comme si c'était une aventure sororale magique dont on faisait tous partie. Mais ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Je ne pardonne pas ce genre de trahison avec un sourire et un hochement de tête. Camille a joué la surprise, bien sûr. Blessée, même. Mais c'est elle qui nous avait conduits à ce point. Et maintenant, elle allait devoir l'assumer seule. Camille n'a pas déménagé. C'est ce qui a rendu tout ça pire. J'ai déposé les papiers du divorce, lancé la procédure, affirmé ma position clairement, et pourtant, on continuait à vivre sous le même toit, comme 2 collègues qui se détestent mais doivent partager la salle de pause. À cause des lois de notre région, il fallait être séparés légalement pendant 9 mois complets avant que le divorce puisse être finalisé. 9 mois.
pile la durée d'une grossesse. L'ironie ne m'a pas échappé. Donc, on était coincés sous le même toit. Même table à manger. Même couloir. Tout pareil sauf que maintenant, chaque pièce était saturée de tension. Les enfants ne comprenaient pas vraiment ce qui se passait. On ne leur avait rien dit encore, on était d'accord pour attendre que les choses avancent. Ils voyaient juste que papa et maman ne parlaient plus beaucoup et que papa passait soudainement beaucoup plus de temps à regarder la télé dans le garage. Camille agissait comme si rien n'avait changé. C'était sa première tactique. Elle essayait encore de me parler comme si on formait une équipe. Un après-midi, elle est entrée dans le salon en se dandinant, pendant que je regardais les infos météo, et a dit, tout naturellement. Tu peux aller au supermarché me prendre des cornichons et peut-être une glace à la vanille. Je n'ai même pas détourné les yeux de l'écran. Pas mon gosse, pas mon problème. Elle est restée là quelques secondes, lèvres pincées, attendant comme si elle pensait que j'allais changer d'avis. Comme je ne bougeais pas, elle a soufflé et est partie en marmonnant quelque chose sur le fait que je n'avais jamais vraiment été là de toute façon. Ce n'était que le début. Ça devenait un schéma. Tous les 2 jours, elle me demandait quelque chose, porter ça, attraper ça, aller là, ouvrir ceci. Et à chaque fois, je disais non. Pas méchamment. Juste fermement. Elle avait pris sa décision sans moi. Elle pouvait vivre avec, sans moi aussi. Au début, elle essayait de maintenir la façade. Elle jouait la femme forte et indépendante qui n'avait besoin de personne. Je gère, disait-elle en ramenant les courses toute seule ou en essayant d'attraper quelque chose en haut de l'étagère du garde-manger. Puis les sautes d'humeur ont commencé. Un matin, elle était joyeuse, fredonnant dans la cuisine en coupant des pommes. Le soir même, elle claquait les portes des placards parce que je ne voulais pas regarder un documentaire sur la grossesse avec elle. J'étais poli et je lui ai même dit qu'elle pouvait prendre la télé si elle voulait, mais ça ne suffisait pas. Les pleurs ont suivi. De gros sanglots dans le couloir après le dîner, assez fort pour que les enfants le remarquent. Elle s'asseyait sur l'escalier, frottant son ventre comme un personnage de film, reniflant de manière théâtrale. Je restais en dehors de ça. Je n'allais pas la consoler. Je n'allais pas jouer le rôle du mari soutenant alors qu'elle ne m'avait pas traité comme un partenaire quand ça comptait. Elle lançait la culpabilité comme des confettis à la fête du village. Tu penses que c'est facile pour moi? Je fais ça pour la famille. Comment tu peux être aussi froid? Je ne criais pas. Je ne discutais pas. Je lui rappelais, à chaque fois. Tu as fait ce choix. Je n'en faisais pas partie. C'est devenu étrangement routinier. On cohabitait comme 2 fantômes hantant la même maison. Je me levais tôt, emmenais les enfants à l'école, travaillais mes heures à l'université, m'occupais du dîner, de la vaisselle, du coucher ou tout ça sans l'inclure. Si elle se joignait aux enfants à table, tant mieux. Sinon, ça m'allait aussi. Les enfants étaient ma priorité, pas ses sentiments. Il y a eu ce moment où je ne l'oublierai jamais, environ 6 semaines plus tard. Elle essayait d'ouvrir un pot de sauce tomate et n'y arrivait pas. J'étais près du frigo, en train de prendre une bouteille d'eau. Elle me l'a tendue et a dit. Tu peux ouvrir ça pour moi? J'ai les mains gonflées. Je l'ai regardée. Puis je l'ai regardée, elle. Pas mon pot, pas mon problème. Elle l'a claqué sur le plan de travail, rouge de colère, et a crié. Tu es cruel, Thomas. Je n'ai pas répondu. Je suis juste retourné dans le garage. Ces silences étaient les pires. Pas parce qu'elle me manquait ou non, mais parce qu'ils rendaient la maison encore plus tendue, comme une zone de guerre. Elle marchait lourdement comme une ado, claquait les portes, évitait mon regard, puis changeait d'attitude comme une lumière quand les enfants étaient là. Toujours souriante devant eux, toujours à faire semblant que tout allait bien. Ça me rendait malade. Elle gardait les apparences pour Élodie et Marc aussi. Ils venaient une fois par semaine, tout sourire, comment va mon petit trésor, pendant que Camille rayonnait comme une sainte. Moi, j'étais invisible. Je me faisais discret, je me retirais dans le garage, bricolais le moteur du bateau, consultais les horaires des marées. Tout sauf rester à cette table de cuisine avec ces trois-là. Une nuit, après leur départ, elle a dit. Tu pourrais au moins faire semblant d'être soutenant devant eux. Je me suis retourné et j'ai répondu. Ils n'ont pas fait semblant quand ils m'ont exclu de tout ça, si? Elle n'a pas eu de réponse à ça. Au bout d'un moment, même sa famille a commencé à remarquer le changement. Sa mère a appelé un soir pour demander si tout allait bien.
Je lui ai passé le téléphone et je suis parti. Elle ne pouvait pas maintenir la façade éternellement, et je n'allais pas faire le ménage à sa place. Je suis devenu un fantôme dans ma propre maison. Je cuisinais, je nettoyais, j'étais là pour mes enfants mais pour elle, j'avais fini. Le lien émotionnel était rompu. La confiance avait disparu. Et le bébé qu'elle portait? Ce n'était pas le mien. Je ne l'avais pas choisi. Je n'en voulais pas. Donc non, je n'allais pas ouvrir des pots, faire des courses ou écouter ses pleurs dans la pièce d'à accent grave côté. Elle avait fait son choix. Et moi, le mien. Camille vantait toujours sa complicité avec Élodie. On est plus que des sœurs, disait-elle, on est jumelles. Meilleures amies. Et quand elle a accepté de porter le bébé d'Élodie et Marc, elle l'a présenté comme un cadeau magnifique, un acte héroïque d'amour et de loyauté que seule elle pouvait offrir. Je n'étais pas ravi évidemment mais je me disais qu'au moins, elle aurait toute une équipe pour la soutenir. Il s'avère que les supporters ne restent pas quand le match devient compliqué. Au début du deuxième trimestre, Élodie a eu un accident. Je n'ai pas eu tous les détails où personne ne s'est donné la peine de me les raconter mais d'après ce que j'ai entendu lors d'un appel, elle a fait une mauvaise chute en randonnée. Bras fracturé, cheville amochée. Rien de mortel, mais assez pour l'immobiliser un bon moment. À partir de là, Marc a disparu comme un fantôme. Je suis rentré du boulot un soir, et Camille était sur le canapé, calée avec un coussin chauffant. Elle avait l'air fatiguée, agacée. J'ai demandé, où est Marc? Je croyais qu'il passait cette semaine pour t'aider avec la chambre du bébé. Elle n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Elle a juste marmonné. Il est avec Élodie. Il l'aide à se remettre. J'ai hoché la tête lentement. Donc Élodie a le mari et le bébé maintenant? Charmant. Camille m'a fusillé du regard, mais n'a rien répondu. Son attitude de « je n'ai besoin de personne » s'est vite effritée. Tout à coup, tout était trop. Du moins, c'est ce qu'elle répétait. Moi, je continuais comme d'habitude au boulot, m'occuper des enfants, préparer le dîner, faire la lessive en gros, être le parent à plein temps pendant qu'elle vivait sur le canapé. Une nuit, après avoir donné le bain à notre plus jeune et l'avoir mis au lit, elle m'a appelé depuis le couloir. « Tu peux m'aider à monter le lit bébé dans la chambre d'amis ?» J'ai essuyé mes mains sur un torchon et les regardé comme si elle avait 3 têtes. « Camille, tu peux appeler Marc pour ça. » Ses sourcils se sont froncés. Il n'est pas disponible. Il reste avec Élodie. Elle ne peut pas encore marcher. J'ai haussé les épaules. Alors attends qu'il le soit. Elle n'a rien dit d'autre ce soir-là, mais je voyais que ça cogitait. Son plan avait déraillé, et elle n'avait pas de plan B. Alors elle a commencé à me traiter comme tel. Tous les quelques jours, c'était une nouvelle demande. Tu peux m'aider à porter la boîte de la poussette à l'étage? J'ai mal au dos, juste 5 minutes de massage? Tu peux m'emmener à mon rendez-vous? Et à chaque fois, je disais non. Calme. Direct. Sans crier. Sans culpabilité. Juste. Pas mon gosse. Pas mon problème. Parfois, elle levait les yeux au ciel. Parfois, elle pleurait. Une fois, elle m'a lancé un coussin et a raté de loin. Un jour, je suis rentré et l'ai trouvée assise par terre dans le couloir, entourée d'affaires pour bébé aux meubles à moitié montés, emballage plastique, vis éparpillés. Elle m'a regardé, le visage rouge, et a dit « C'est ridicule. Tu me laisses galérer juste pour prouver quelque chose. » Je me suis appuyé contre l'encadrement de la porte et j'ai répondu « Non. Je te regarde assumer les conséquences d'une décision que tu as prise sans moi. » Ça l'a fait taire. Elle ne voulait pas d'aide de quelqu'un d'autre. C'était ça, le truc. Sa fierté l'empêchait d'appeler sa mère ou les autres amis d'Élodie. Je l'ai entendu au téléphone avec Marc une fois, le suppliant presque de passer quelques heures. Il a donné une excuse sur le boulot et a raccroché vite. Je n'avais pas de peine. Je me sentais justifié. Elle avait peint un tableau de solidarité, de sororité, de famille, et de comment elle faisait quelque chose de noble. Mais quand venait le moment des luttes quotidiennes, celles qui constituent vraiment la partie difficile, personne ne se pointait pour elle. Sauf moi, techniquement. J'étais là. Je ne levais simplement pas le petit doigt pour elle. Elle m'a accusé d'être égoïste. Plusieurs fois. Tu me punis, disait-elle. C'est cruel.
Je porte un bébé, et tu me traites comme une moins que rien. Ma réponse ne changeait jamais. Tu as fait ce choix sans moi. Je t'ai dit ce qui arriverait. Je n'étais pas vindicatif. Je tenais juste la ligne. Si je l'aidais, même une fois, même un peu, elle verrait ça comme une fissure dans le mur. Une ouverture pour se faufiler à nouveau dans ma vie. Et je n'allais pas laisser ça arriver. Elle a commencé à me culpabiliser devant les enfants, aussi. Pas directement, mais par petites remarques. Ça doit être agréable de n'avoir aucune responsabilité. Certains s'en vont dès que ça devient dur. Je l'ignorais à chaque fois. La maison semblait plus froide, d'une certaine manière. Pas en température mais en ambiance. Même quand c'était calme, il y avait cette tension juste sous la surface. Le bruit de ses soupirs dans l'autre pièce. La façon dont elle claquait un tiroir au lieu de le fermer doucement. Les longues pauses dramatiques quand j'entrais dans la pièce et qu'elle s'arrêtait au milieu d'une conversation téléphonique. C'était l'équipe de rêve, non? Élodie et Marc étaient censés être le couple parfait. Ceux qui méritaient ce miracle. Mais dès que ça devenait gênant, ils se sont évaporés. Et maintenant, Camille réalisait ce que ça faisait d'être exclue d'une décision exactement comme elle me l'avait fait. La seule différence, c'est que je lui avais dit le prix à l'avance. Et maintenant, elle le payait. Camille est entrée en travail tôt un jeudi matin. Je l'ai su parce que j'ai trouvé un mot sur le plan de travail de la cuisine en me levant pour faire le café. C'était écrit à la hâte, son écriture brouillonne et inégale. Je vais à l'hôpital. Les os ont rompu. Les enfants sont avec maman. C'était tout. Pas d'appel. Pas d'avertissement. Pas de « Thomas, j'ai peur » ou « Tu peux m'emmener ?» Juste un mot griffonné et une maison silencieuse. Tard ce soir-là, mon téléphone a sonné. C'était elle. J'ai failli ne pas répondre. Mais la curiosité l'a emporté. Je me suis dit qu'elle avait peut-être accouché et voulait me dire que c'était fini. Quand j'ai décroché, elle pleurait. Pas des sanglots bruyants, mais ce genre de gémissement tremblant et essoufflé que les gens font quand ils sont trop fatigués pour crier. « Je veux pas faire ça toute seule », a-t-elle dit. Sa voix s'est brisée. Elle semblait épuisée, effrayée même. Je n'ai pas dit grand-chose au début. Je suis resté là, dans le garage, tenant le téléphone, fixant les étagères où je rangeais les vieux pots de peinture et l'huile moteur. Puis j'ai dit, calmement. « Appelle Marc. C'est lui qui t'a mise là-dedans. » Silence à l'autre bout. Puis elle a chuchoté. « Il n'est pas venu. » J'ai hoché la tête, même si elle ne pouvait pas le voir. Pas surpris. Je n'ai pas demandé comment s'était passé l'accouchement, ni si le bébé allait bien. Je n'ai pas demandé si elle avait mal, ni si quelqu'un était là avec elle. Parce qu'à ce moment-là, je n'avais plus ça en moi. Elle avait fait son choix. Et ça en faisait partie. Je lui ai dit que j'espérais que tout allait bien, puis que je devais y aller. Elle n'a pas discuté. Quelques jours plus tard, elle est rentrée. Elle est entrée en portant le siège auto comme s'il pesait une tonne, son sac d'hôpital sur une épaule, les yeux gonflés et épuisés. J'étais à la table de la salle à manger, et dans notre cadet avec ses devoirs de maths. Elle n'a pas dit bonjour. Elle est passée devant nous en traînant les pieds et est allée directement dans la chambre d'amis, où elle avait installé le lit bébé des mois plus tôt. Je ne l'ai pas suivie. À partir de là, la maison est devenue un champ de bataille pas avec des cris ou des disputes, mais avec des silences, des regards, et des petits pièges. Les biberons ont commencé à apparaître en premier. Laissés dans l'évier de la cuisine, non lavés. Puis des couches au propre, heureusement laissées sur la table basse, empilées à côté de bavoirs et de lingettes. Des vêtements de bébé pliés soigneusement sur la coudoir du fauteuil où je regardais les infos. Une tétine sur le plan de travail de la salle de bain. Elle voulait que je remarque. Que je réagisse. Que je m'engage. Mais je ne l'ai pas fait. Je contournais le désordre comme s'il n'était pas là. J'évitais le matériel pour bébé comme une flaque collante. Si elle laissait quelque chose sur le canapé, je m'asseyais par terre. Si elle envahissait la salle de bain avec les affaires du bébé, j'utilisais celle du garage. Elle voulait que je craque. Que je regarde le bébé, que je demande son nom, peut-être même que je le prenne dans mes bras. Je ne l'ai pas fait. De temps en temps, je la trouvais dans le couloir, berçant le bébé et me jetant des regards. Comme si elle espérait capter une lueur d'émotion.
Mais il n'y en avait plus pour elle. À 3 heures du matin, une nuit, elle a frappé à ma porte. Pas fort, juste doucement, hésitante. J'étais réveillé de toute façon. Difficile de dormir avec un nouveau-né qui pleure à travers les murs. J'ai ouvert la porte juste assez pour la voir, toujours dans ce vieux peignoir gris qu'elle portait quand elle était enceinte de notre premier. Elle avait l'air pâle, vidée, les yeux creusés, les cheveux attachés en un chignon désordonné. « S'il te plaît » a-t-elle dit, la voix à peine audible. « Prends-la juste un peu. J'ai besoin de me reposer. Juste quelques minutes. » J'ai secoué la tête. Non. Elle m'a fixé comme si je venais d'annoncer la fin du monde. Sa lèvre a tremblé, et pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait pleurer là, sur le tapis. « Tu t'en fous, hein » a-t-elle dit. « Je me soucie de mes enfants » ai-je répondu. « Ceux qu'on a eus ensemble. » « Ce bébé ? Ce n'est pas ma responsabilité. » Elle s'est détournée sans un mot. J'ai fermé la porte et je suis retourné m'allonger sur le lit, fixant le plafond, comptant les heures qu'il me restait avant de me lever pour le boulot. Les jours suivants n'étaient pas mieux. Elle laissait le bébé dans le salon et disparaissait dans une autre partie de la maison, comme si c'était à moi de prendre le relais. Une fois, j'ai trouvé le nourrisson dans son couffin près de la table de la cuisine, gigotant et gazouillant pendant que Camille pliait des serviettes à l'étage. Je suis passé à côté. Elle a commencé à marmonner dans sa barbe quand j'entrais dans les pièces. Incroyable. Sans cœur. Je ne sais même plus qui tu es. Mais je ne jouais pas le jeu. Ce n'était pas mon spectacle. Je n'avais rien demandé de tout ça. Et chaque fois qu'elle essayait de m'entraîner avec des pleurs, de la culpabilité, des affaires de bébé stratégiquement placées, je me rappelais une chose. Elle avait fait ce choix sans moi. Et j'avais tout à fait le droit de le laisser ainsi. C'est arrivé un dimanche soir. J'étais dans le garage, en train de réparer un loquet cassé sur une des boîtes de pêche des enfants. J'avais passé l'après-midi à tondre la pelouse, faire la lessive et cuire des steaks hachés pour le dîner. La routine. Camille avait été silencieuse toute la journée, ce qui me convenait. Elle restait cloîtrée dans la chambre d'amis avec le bébé, passant parfois dans la cuisine comme un fantôme. On s'était à peine dit 2 mots. Puis elle a craqué. Elle a déboulé dans le garage sans frapper, pieds nus, tenant le bébé d'un bras comme un bouclier et pointant l'autre vers moi. Son visage était rouge, ses cheveux en bataille, et sa voix était assez tranchante pour couper du placo. « Tu es toujours mon mari » a-t-elle crié. Je n'ai même pas levé les yeux tout de suite. J'ai continué à visser la charnière. Quand j'ai fini de serrer le boulon, je me suis levé lentement, essuyé les mains sur un chiffon, et l'ai enfin regardé dans les yeux. Non, Camille, ai-je dit. Plus d'aucune manière qui compte. Elle a cligné des yeux comme si je l'avais giflé. T'es un monstre sans cœur, a-t-elle lâché. Cool, ai-je dit en la frôlant pour passer. Je peux vivre avec ça. C'était tout. C'était le moment où elle a su qu'elle ne gagnerait pas. Elle s'est mise à pleurer, le bébé s'est mis à s'agiter, et elle est repartie en trombe dans la maison. Pendant l'heure suivante, elle a claqué des tiroirs, traîné des sacs dans le couloir, entassé des trucs dans le coffre de sa voiture. Pas un mot pour moi. Juste une tempête dans le couloir, furieuse et bruyante. Puis, juste après 21 heures, elle est sortie par la porte d'entrée, le siège auto dans une main, le sac allongé sur l'épaule. Elle n'a pas dit au revoir. Elle n'a pas laissé de mots. Elle est juste partie. Le silence après son départ était irréel. Pour la première fois depuis des mois, la maison semblait immobile. J'entendais le tic-tac de l'horloge murale du salon. Je me suis assis sur le canapé, j'ai allumé les infos et mangé un bol de céréales sans entendre personne se plaindre de l'odeur du lait ou du volume de la télé. 3 jours ont passé. 3 jours magnifiques, calmes, sans interruption. Pas de bébé qui pleure. Pas de culpabilisation. Pas de saute d'humeur ni d'insultes chuchotées dans le couloir. Les enfants étaient calmes. J'ai lu des histoires au coucher sans distraction. J'ai même mieux dormi au plus de pas à l'étage, plus de coups à ma porte à minuit. Puis les appels ont commencé. D'abord sa mère. J'ai laissé sonner. Puis sa sœur. Puis Marc. Ils ont tous laissé des messages vocaux. La voix de sa mère dégoulinait de déception. Thomas, elle est dépassée. Tu dois te montrer à la hauteur et l'aider. Sois un homme. Le message d'Élodie était pur guilt trip.
Je peux pas croire que tu l'abandonnes comme ça. Elle nous a offert un miracle, et toi, tu te contentes de partir? L'appel de Marc était plus détaché, comme s'il faisait du contrôle de dégâts. Salut, juste pour prendre des nouvelles. Camille dit que c'est dur. Peut-être que vous pourriez discuter? Faut pas rendre ça plus compliqué que nécessaire. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Le message était le même partout, aide-la. Fais ce qu'il faut. Mais voilà où ce qu'il fallait, c'était de ne pas me trahir dès le départ. Ce qu'il fallait, c'était de s'asseoir et de me parler avant de donner son corps et notre mariage. Il voulait que je débarque et que je répare tout. Que je fasse comme si rien ne s'était passé. Que je sois le bon gars. Le mari fiable. Le punching ball émotionnel. Pas cette fois. Je ne devais rien à Camille. J'avais été clair dès le début, si elle allait jusqu'au bout, elle le ferait sans moi. Je ne bluffais pas. Je n'essayais pas de la manipuler. J'étais honnête. Et maintenant que je tenais parole, ils agissaient comme si j'étais le méchant. C'était presque drôle, en fait. Tout le monde qui appelait, envoyait des messages, paniquait pour Camille, comme si c'était une petite colombe fragile. C'était elle qui avait joué les héroïnes. Elle voulait les éloges, l'admiration, la médaille de la meilleure sœur. Mais quand ça devenait dur. Pouf. Élodie ne pouvait même pas m'appeler elle-même. Et maintenant, il s'attendait à ce que moi ou celui qu'il n'avait pas jugé assez important pour inclure vienne sauver la situation? Aucune chance. J'ai passé ces 3 jours à remettre la maison en ordre. J'ai nettoyé le frigo, enfin remplacé cette porte de placard cassée, emmené les enfants au parc. Ils n'ont pas posé trop de questions. Je l'ai joué simple, maman restait chez mamie pour un moment. Ça suffisait pour l'instant. Le silence était meilleur que ce que j'imaginais. Paisible. Vrai. Et je n'allais pas y renoncer. Camille n'aime pas perdre. Jamais. Je pense qu'au fond, elle croyait vraiment que je finirais par craquer. Que je verrais le bébé et que je fondrais. Que je retomberais dans mes vieilles habitudes, le mari fiable, le réparateur, le gars qui ne la laissait jamais tomber, peu importe à quel point elle le poussait. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai tenu bon. Et ça la rendait folle. Quand elle a réalisé que je ne reviendrais pas, elle est passée à l'attaque. Elle a réclamé l'abandon. Demandé au tribunal la garde partagée des enfants et une pension alimentaire. Elle disait qu'elle ne pouvait pas travailler parce qu'elle se remettait encore d'une grossesse difficile et avait besoin de temps pour reconstruire sa vie. Son avocat est arrivé en force, comme s'ils avaient un dossier en béton, la dépeignant comme une mère célibataire abandonnée pendant la période la plus dure de sa vie. Je n'étais pas surpris. Je savais que ça viendrait. La seule chose que j'ignorais, c'était jusqu'où elle irait pour déformer l'histoire. Elle faisait comme si j'étais parti sans raison. Comme si elle était une pauvre femme portant le poids du monde pendant que je vivais insouciant et sans cœur. Elle a dit au tribunal que je l'avais laissée avec un nouveau-né et que j'avais refusé de l'aider. Que j'étais froid, distant, émotionnellement indisponible. Que je l'avais exclue quand elle avait le plus besoin de moi. Rien de tout ça n'a tenu. Parce qu'on avait des preuves. Mon avocat était prêt et je veux dire prêt. On avait des textos, des messages vocaux, des emails, des agendas, tout. Chaque fois que je lui avais dit, je ne soutiens pas ça, chaque fois qu'elle avait ignoré mes avertissements, chaque message où elle disait clairement qu'elle allait faire la mère porteuse quoi qu'il arrive. Et puis il y avait la perle, le message où elle disait. C'est mon corps, mon choix. Je n'ai pas besoin de ta permission. Cette phrase est devenue un titre. Parce que dès qu'elle a commencé à exiger que je m'occupe du bébé, le juge a voulu savoir pourquoi je ne l'avais pas fait. C'est là que mon avocat a sorti la citation et a enchaîné. Son corps, son choix ou ses conséquences, pas son problème à lui. La salle d'audience est devenue silencieuse. Camille s'est agitée sur son siège. J'ai vu la panique monter dans ses yeux. Cette phrase qu'elle avait utilisée comme un bouclier lui était revenue en pleine figure. Elle a essayé de garder son calme. Mais sa voix s'est brisée sous les questions. Son histoire ne tenait pas. Ses arguments s'effondraient. Elle ramenait sans cesse le bébé dans l'équation, comme si être mère porteuse lui donnait droit à un traitement spécial. Mais le tribunal s'en fichait de ce qu'elle avait fait pour sa sœur. Le tribunal voulait savoir quel genre de parent elle était pour nos 3 enfants. Et les preuves ne mentaient pas. On a montré que c'était moi qui les préparais pour l'école,
faisait les repas, aidait avec les devoirs, gérait les rendez-vous médicaux, les routines du coucher, et tout le reste. Que j'avais été le constant pendant qu'elle oscillait entre martyre et crise. Qu'elle avait priorisé la grossesse sur notre famille, même après qu'on lui avait dit exactement ce que ça coûterait. Le juge l'a vu clairement. J'ai obtenu la garde complète de nos 3 enfants. Camille a eu un droit de visite planifié, supervisé au début, révisé après 6 mois. Pas de pension alimentaire. Pas de fonds supplémentaires. Pas de place pour tordre quoi que ce soit. Quand le verdict a été lu, elle s'est effondrée. Pas de cri ni de crise. Elle s'est juste recroquevillée sur elle-même, les mains sur le visage, essayant de tenir le coup. J'ai vu ses épaules trembler. La même femme qui m'avait dit fièrement dans notre salon qu'elle n'avait pas besoin de mon approbation pleurait maintenant dans ses mains devant un juge. Et moi? Je n'ai rien ressenti. Ni colère. Ni triomphe. Ni culpabilité. Juste rien. Parce que j'avais déjà fait le deuil de ce que nous étions. J'avais déjà enterré la confiance, le partenariat, l'amour. Tout avait été réduit en cendres quand elle s'était donnée au rêve de quelqu'un d'autre sans même me demander si je voulais en faire partie. En sortant du tribunal, j'ai senti que je pouvais respirer à nouveau. Les papiers étaient signés. La garde réglée. La tempête était passée. Il ne restait plus qu'à ramasser les morceaux et construire un avenir sans Camille. Après tous les cris derrière les portes closes et les pleurs dans les salles d'audience, après que les décisions ont été tamponnées et la garde accordée, Camille a essayé une dernière fois. C'était peut-être 2 semaines plus tard. Je venais de récupérer les enfants à l'école. On était dans la cuisine, et ils se disputaient pour savoir qui aurait la dernière barre de céréales. J'étais en train de faire une liste de courses quand elle a frappé à la porte d'entrée. Je ne m'attendais pas à la voir là. Elle avait l'air épuisée. Les yeux fatigués. Les cheveux brossés mais pas coiffés. Pas de maquillage. Juste elle et ce regard qu'elle prenait toujours quand elle allait demander quelque chose qu'elle savait que je ne voulais pas donner. Je suis sorti sur le perron et j'ai fermé la porte derrière moi. Elle s'est raclé la gorge, a changé de pied d'appui, et a dit « Je t'aime encore ». Je l'ai regardé droit dans les yeux et lui ai dit la vérité. Tu aimais être l'héroïne d'Élodie Plus. Elle n'a pas nié. N'a pas discuté. Elle a juste baissé les yeux sur les marches et hoché la tête, comme si je venais de confirmer quelque chose qu'elle savait au fond depuis toujours. Puis elle s'est retournée, est montée dans sa voiture, et est partie. Maintenant, elle est vraiment partie. Les enfants sont avec moi. Leurs routines sont revenues à la normale. Ils rient plus. Posent des questions à nouveau. Dorment mieux. On a trouvé un rythme école, dîner, devoirs, dessins animés avant le coucher. Le week-end, je démarre le vieux moteur hors bord et je les emmène naviguer. Juste quelques heures sur l'eau, le soleil sur leur visage, la brise dans leurs cheveux. Parfois, on jette l'ancre et on pêche. D'autres fois, on se contente de dériver. Le boulot va bien. Je suis de retour sur l'eau, à faire des études sur les récifs, à documenter les changements des coraux, à surveiller la côte comme avant. Il y a quelque chose là-dedans à flotter au-dessus d'un récif, appareil photo en main, la lumière dansant dans l'eau qui apaise mon esprit comme rien d'autre. La photographie de récif, ce n'est pas glamour, mais c'est à moi. Et après le chaos de l'année passée, ça veut dire quelque chose. La maison est calme maintenant. Pas silencieuse d'une manière pesante, juste calme, dans le genre où on peut entendre ses propres pensées. Il y a des moments où je me demande ce qui serait arrivé si elle m'avait juste parlé. Si elle était venue vers moi comme une partenaire au lieu de m'annoncer la nouvelle comme un cadeau surprise que je n'avais pas demandé. Mais ensuite, je me souviens à quel point elle a menti facilement. À quelle vitesse elle a choisi sa sœur plutôt que moi. Comment elle s'est convaincue que c'était pour l'amour, pour la famille, pour une cause. Et comment, même après que le mal était fait, elle s'attendait encore à ce que je l'aide à ramasser les morceaux. Elle était belle. Sans aucun doute. Mais c'était une menteuse. Elle a fait ses choix au pas juste une erreur, mais une longue série de décisions égoïstes déguisées en bonté. Et à travers tout ça, je n'étais ni un mari ni un partenaire. J'étais un personnage secondaire dans son grand récit de sacrifice. Une note de bas de page. Un accessoire. Jusqu'à ce que je quitte la scène. Maintenant, il n'y a plus que moi et les enfants. Et ça suffit.
Partagez votre opinion dans les commentaires. Si votre partenaire prenait une décision importante sans vous consulter, une décision qui changerait votre vie familiale, lui pardonneriez-vous? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et laissez-nous un « j'aime ».